Boulogne-sur-Mer. La tour d'Odre. Le phare de Caligula. Jules César mena la guerre des Gaules entre -58 et -50. Il expliquera dans Commentaires sur la guerre des Gaules ses difficultés à combattre et soumettre les Morins. En -52, c'est la défaite de Vercingétorix, qui se replie sur Alésia. Les Morins, habitant principalement près de la mer, sont des Gaulois celtes. Leur territoire a eu comme capitale administrative romaine, l'actuelle ville de Thérouanne, et comme port principal romain, Portus Sitius, l'actuelle Boulogne-sur-Mer. La tour de Caligula est le premier phare construit en Gaule, et c'est l'un des tout premiers phares du monde. Caligula voulait aussi rivaliser avec le phare d'Alexandrie, la tour de Pharos, qui mesurait 70 mètres de hauteur, et avait 30 mètres de large à la base. La tour de Caligula fut élevée sur la côte septentrionale des Gaules au plus près de la Grande-Bretagne, selon les connaissances de l'époque. Elle fut construite loin du bord de la falaise à une distance estimée de 600 à 800 mètres en arrière. Elle était octogone. On n'en dispose pas d'images d'époque avant le XVIe siècle. Ses dimensions approximatives étaient les suivantes. Elle avait 1,8 à 1,9 mètres de fondation. Sa hauteur était de 38 à 39 mètres. Chaque côté avait 7 mètres et demi de longueur. Le diamètre était de 20 mètres. Le diamètre à la base était donc égal à la moitié de la hauteur de la tour. Le contour de la base était de 58 à 60 mètres. La circonférence du dernier étage était de 12 à 13 mètres, avec 8 côtés de 1 mètre et demi. La tour de Caligula avait 12 étages et 12 entablements d'1 pied et demi de large. Chaque entablement était une diminution d'épaisseur dans le mur, qui formait une espèce de trottoir de 50 cm de large. Cet entablement permettait aux ouvriers d'effectuer les travaux de réfection de la tour. Le sommet était surmonté d'une lanterne terminale carrée, qui servait de foyer. Elle avait été refaite sous Charlemagne, elle avait 4 grandes arcades et était plus haute que les étages romains. Le feu se faisait dans des grilles où l'on mettait des brûlots d'étoupe imbibés d'huile et de pois. Le feu ne pouvait brûler en plein air, et devait être placé dans cette lanterne afin d'être défendu contre la violence du vent et de la pluie. L'éclairage se faisait donc à travers ces fenêtres. Il y avait une petite ouverture, en forme de niche voûtée, à chaque angle, soit 96, ce qui permettait notamment de soulager un peu le poids de l'édifice. Ces petites ouvertures ont probablement servi à la mise en place de l'échafaudage, qui a été utilisé. Chaque étage avait une ouverture en forme de porte vers le sud. À l'intérieur du phare existaient 3 chambres voûtées superposées, reliées par un escalier en vis pratiqué dans le mur intérieur et qui reliait ces 3 étages. Cet escalier permettait d'amener à la lanterne les combustibles nécessaires. Le volume de l'espace intérieur était de forme carrée. Chaque chambre avait une baie cintrée, une arcade, dirigée vers le sud. La chambre centrale, à mi-hauteur de la tour, avait 4 baies cintrées, regardant les points cardinaux. Les chambres servaient au logement des gardiens de la tour, au stockage des combustibles et des vivres des gardiens. Les ouvertures permettaient l'observation au loin dans toutes les directions. La face extérieure de la tour allait toujours en diminuant depuis le bas jusqu'en haut, mais la diminution se prenait uniquement sur l'épaisseur du mur. Le mur était donc très épais à la base. Cette structure fort solide lui permettait de soutenir le poids de la tour. La tour de Caligula était bâtie d'une alternance de briques et de pierres très larges et épaisses. D'abord 3 assises de pierre d'un gris de fer coloré, puis 2 assises de pierre jaunâtre, ocre, et au-dessus 2 rangées de briques d'un rouge hardi. Pour maintenir ces pierres et ces briques ensemble, un mortier de tuileaux, à base de sable de mer mêlé de coquilles, de chaux, de gravier et de briques broyées, a été utilisé. Ce mélange de couleurs rendait l'aspect de l'ensemble très agréable à regarder. Par la suite, la tour Caligula prit le nom de tour d'Odre. Son nom provient du celtique odre ou odros qui signifie limite, bord, terme, rivage, côte. Son nom expliquait donc sa position sur le bord de la mer à l'extrémité septentrionale de l'Empire romain. La porte des dunes qui conduisait de la ville fortifiée à la tour d'Odre et qui donnait sur le rivage s'appelait autrefois la porte des Limites, ce qui tend à montrer que Bononia, l'ancien nom romain de la ville haute de Boulogne-sur-Mer, était considérée comme la limite du monde romain. Cette tour était sous la responsabilité de 60 à 100 légionnaires romains dirigés par un centurion. Toutes les nuits on y allumait un feu pour guider les vaisseaux, qui se trouvaient dans ces parages.
La tour de Caligula était donc un phare romain octogonal de forme pyramidale. Il servait à éclairer un passage prévu en Grande-Bretagne et à favoriser la navigation naissante dans le détroit du Pas-de-Calais. Pour avoir une idée de ce que devait être, à l'origine, la partie basse de l'ancien phare romain de Boulogne-sur-Mer, on peut observer les vestiges du phare romain de Douvres. Ce phare jumeau de celui de Boulogne-sur-Mer, connu sous le nom de Roman Lighthouse, a été édifié en 43, juste après l'invasion romaine par l'empereur Claude. C'est une tour octogonale de forme pyramidale de 22 à 24 mètres de haut. Elle présente encore aujourd'hui 4 niveaux romains, et un couronnement médiéval réalisé au XVe siècle pour fortifier les vestiges du phare romain originel. Son diamètre était légèrement asymétrique avec 10 mètres de l'est à l'ouest et 9 mètres du nord au sud. Elle allait en diminuant de la base au sommet, mais n'offrait pas d'étages en retrait les uns sur les autres, comme celle de Boulogne-sur-Mer. Le vide intérieur était quadrangulaire, et d'égal diamètre à toutes les hauteurs. La diminution du périmètre intérieur portait donc exclusivement sur les murs, lesquels avaient une épaisseur considérable en bas, mais beaucoup moindre au sommet. Des ouvertures étaient percées, de distance en distance, sur une même ligne verticale. La première représentation du phare de Caligula date de 191. À cette époque une lumière brillait à son sommet, ainsi que le montre un médaillon en bronze, conservé au musée de Boulogne-sur-Mer, sur lequel l'empereur Commode porte le titre de Britannicus. Ce médaillon a été frappé en souvenir des victoires d'un de ses lieutenants sur les Bretons. Il représente le phare et le départ d'une flotte romaine après le sacrifice d'un taureau afin d'aider à la réussite de l'expédition, Votis Felicibus. La présence de 3 chambres à l'intérieur est visible à l'extérieur. Le phare est représenté selon la forme classique des phares romains des IIe et IIIe siècles. Certains pensent donc qu'il pourrait s'agir non pas du phare de Boulogne, mais de celui du port d'Ostie. La flotte de guerre romaine, la Classis Britannica, fut présente à Bononia jusqu'en 296. Le phare de Caligula fut utilisé jusqu'au Ve siècle. On retrouve mention de la tour d'Odre à la fin du IVe siècle, à l'époque où le nom Gesoriacum disparaît et le nom Bononia s'impose comme nom de Boulogne-sur-Mer. Saint Patrick, de son vrai nom Mewin Sulcat, serait né vers 386 ou 387 aux environs de Bonaven, Bononia en celte, dans la maison familiale. Son père Calpurnius était centurion et gardien du feu, en charge de la garde de la tour de Caligula. Sa mère Conchessa était une Gauloise chrétienne probable petite-nièce de Saint Martin de Tours. Son père est tué par des pirates saxons lors d'une incursion, et le futur Saint Patrick est enlevé à l'âge de 16 ou 17 ans en 402 ou 403, et revendu comme esclave en Irlande. Déjà chrétien, sa captivité le transforme en dévot. Pendant ces 6 années de captivité, il apprit la langue et les coutumes de ce pays. En 408 ou 409, il s'échappe et devint prêtre pour se consacrer à la théologie. Une vingtaine d'années plus tard, le pape Célestin Ier, 43e pape de 422 à 432, lui ordonne de retourner en Irlande, pour évangéliser le pays. Il rencontre alors plusieurs rois irlandais dont Angus, et arrive à en convaincre du concept de la Trinité, Dieu qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, en se servant d'un trèfle qui a 3 parties, mais qui ne fait qu'un. Cette image devient si convaincante que l'Irlande décide par la suite de faire du trèfle son symbole national. La légende raconte que Saint Patrick chassa tous les serpents du pays. Cette action symbolise la conversion du peuple irlandais à la chrétienté. Saint Patrick meurt le 17 mars 461, vers l'âge de 74 ans. Il n'existe qu'une église française consacrée à Saint Patrick, elle se situe à Boulogne-sur-Mer rue du Chemin Vert. Elle a été bâtie en 1961, selon le souhait du chanoine Guillemin, qui souhaitait une seconde église dans le quartier en plus de l'église Saint-Pierre. On notera l'aspect de la tour Saint-Patrick à Dublin bâtie en 1747. Elle a une certaine ressemblance avec la tour de Caligula. La rue du Docteur de Gand, anciennement rue Saint-Patrick, est située en haut de la rue du Camp de droite, non loin de l'emplacement de l'ancienne tour de Caligula. La tour d'Odre fut soigneusement entretenue tant que dura la domination romaine jusqu'au Ve siècle. Après l'invasion des barbares, la tour de Caligula fut négligée pendant plus de 300 ans. Après la fin de l'Empire romain, ce fut l'avènement des Mérovingiens puis ensuite des Carolingiens. À l'automne 811, Charlemagne vint lui-même à Boulogne,
inspecter la flotte qu'il avait ordonné de construire l'année précédente. Il fait fortifier la ville haute et la ville basse. Il ordonne également de restaurer le phare de Caligula, qui était tombé en ruine. Ces travaux témoignent de l'importance stratégique de Bononia et de la nécessité de protéger le transport maritime contre les pillards normands. Charlemagne poursuit ainsi la réparation des constructions utiles laissées par les Romains. La prospérité carolingienne attirait constamment les pirates scandinaves vers les ports où justement le commerce maritime était le plus intense, c'est-à-dire ceux du Pas-de-Calais. C'est pour cela que Charlemagne rassembla une flotte très importante à Bononia. Il comprit également toute l'importance du phare d'Odre, le fit réparer et ordonna qu'au sommet, on entretint constamment des feux pendant la nuit, afin de diriger les courses des navigateurs. Charlemagne inféode la tour d'Odre à l'un de ses neveux, le comte Athon, qui en a donc la responsabilité. Les descendants de cet illustre comte s'installèrent par la suite dans la ferme du château d'Odre. Cette ancienne ferme a été construite sur le plateau voisin de Bononia, à l'endroit où naissent les sources qui alimentent une grande partie des conduites d'eau de la ville de Boulogne. Cette ferme existe toujours et se situe à Brinctin dans le hameau de Maquingan. Elle a été transformée en gîte et magnifiquement restaurée par son actuel propriétaire. L'initiative de Charlemagne de créer une flotte de guerre pour protéger les convois commerciaux et sécuriser le transport maritime prouve qu'il tenta de reconstituer le système de surveillance des Romains, l'ancien Letus Saxonicum. Après sa mort, les invasions vikings recommencèrent. La ville de Bononia fut prise par les Vikings en 882. Le plus ancien des seigneurs d'Odre, dont on connaisse le nom, est Aimfrid d'Odre, qui fut traîtreusement assassiné par le comte Régnier, au Xe siècle, suivant le récit de Lambert d'Ardres. À l'époque de Godefroy de Bouillon, un autre seigneur d'Ordre, Gosselin d'Odre, est cité en 1084 dans les chartes d'Andre, et en 1112 dans les chartes de Samé. C'était un des bienfaiteurs de l'abbaye de Notre-Dame de Boulogne. Au commencement du XIIe siècle, Aimfroid d'Odre épousa Helvide d'Ardres. Robert d'Odre vivait en 1183. En 1221, Guillaume d'Odre tenait un fief à Ardinxan, proche de l'actuelle commune de Réty. En janvier 1396, Pierre d'Ordre sert un aveu, c'est-à-dire une déclaration écrite, que doit fournir le vassal à son suzerain, au comte de Boulogne. La féodalité du Moyen-Âge, qui fortifiait jusqu'aux églises, et qui fit des châteaux de toutes les ruines romaines, trouva un donjon tout fait dans la tour d'Odre. Ce fut donc un fief, confié à la ville de Boulogne-sur-Mer, avec une rétribution pour son propriétaire. Le phare de Caligula fut ainsi le guide de la navigation nocturne, et un point de repère des abords du Havre boulonnais, pour les pilotes côtiers, durant de longs siècles. La tour d'Odre était depuis longtemps devenue une place forte de par sa situation privilégiée sur le haut de la falaise. Une garnison y séjourne dès le début du XVe siècle pour surveiller le rivage. La tour était protégée par un rempart de terre circulaire avant l'occupation anglaise. En juin 1520, François Ier échoue à réaliser une alliance avec Henri VIII, lors de la réunion du camp du Bras d'Or, entre la ville anglaise de Guînes et la ville française d'Ardres. Lors de la quatrième guerre, de 1542 à 1544, le roi d'Angleterre Henri VIII allié à Charles Quint, assiège Boulogne-sur-Mer. Le 21 juillet 1544, la ville basse de Boulogne est aux mains des Anglais. Le 13 septembre, Jacques de Coucy, seigneur de Vervins, capitaine de la ville et du château de Boulogne, gouverneur du Boulonnais, capitule. À l'issue du siège de la ville qui dura 2 mois, les Anglais s'emparèrent de la tour d'Odre, qu'ils appellent Old Mine. Ils l'environnèrent d'une fortification en briques, garnie de tours carrées et de 4 bastions d'angle. Le bastion est un des éléments des fortifications qui remplace la tour classique. Il est constitué par un talus de terre, appuyé sur le mur intérieur du fossé. Le talus constitue une plateforme, où est disposé le plus gros de l'artillerie de la place forte. Un bastion d'angle est une architecture de rempart permettant de se défendre en tirant sur les assaillants, tout en étant protégé. C'est cette architecture militaire qui a été mise en place par les Anglais pour protéger le fort d'Odre. Ce fort était donc entouré par un second rempart en terre qui était muni de pièces d'artillerie. Il y avait des logements pour une garnison nombreuse, ainsi qu'une brasserie et un moulin. La tour d'Odre devient alors le donjon d'une forteresse.
Ces fortifications restèrent en place longtemps et commencèrent à tomber avec le recul de la falaise dans la seconde partie du XVIe siècle. Boulogne-sur-Mer est occupée par les Anglais jusqu'en 1550. Les troupes françaises du roi Henri II préparent la reprise de Boulogne depuis le fort d'Outreau, également appelé fort de Montplaisir, situé de l'autre côté de la Liane. Le traité d'Outreau sera d'ailleurs signé au fort d'Outreau entre la France et l'Angleterre le 24 mars 1550. Le 8 mai, Henri II, roi de France, ratifie la paix. Le 15, il arrive à Boulogne. Une statue du buste de Henri II a longtemps été présente dans le jardin de la sous-préfecture. Elle est maintenant au pied des remparts, dans le jardin Valentine Hugo, en face de l'entrée de la rue des Pipots. À Outreau, il existe une rue du Fort Montplaisir. Le quartier est situé à cheval sur Outreau, le Portel et Boulogne, c'est longtemps appelé Henriville. En 1550, après le départ des Anglais, Nicolas Caron, tenant la poste pour le roi, à Boulogne, fut autorisé à vendre, pour en faire son profit, une maison présente dans le fort de la Tour d'Ordre. La partie avant de cette maison était une brasserie. Au XVIe siècle, la Tour d'Ordre servait encore de phare, mais occasionnellement, au moment de la pêche d'hiver, et seulement quand c'était nécessaire. Le 24 juillet 1550, François, baron d'Ordre, de Macquingan et de Haudingan, seigneur de Sampy, fut admis à prêter serment de fidélité au roi. En 1584, sur une carte hollandaise, le phare d'Ordre porte le nom de Doudman, le vieil homme. Les Flamands l'appelèrent également l'homme noir. En 1566, la municipalité paya à Jean de Bournonville, chevalier seigneur d'Auvringan, baron de Binctin, 600 harensorts à 30 sous le 100, et un baril de hareng blanc du prix de 13 livres. Cette rente lui était due comme seigneur foncier de la Tour d'Ordre. Le phare de la Tour d'Ordre était d'ailleurs appelé pour cette raison, le phare d'Arengaison. Le 3 octobre 1570, le Mailleur et les échevins de Boulogne prennent un arrêté, pour que le bois venant du pont de la Tour d'Ordre, soit mis dans la tour, et confié au tourier, c'est-à-dire le gardien de la tour, pour qu'il l'utilise pour la réfection des portes, et escaliers de la dite tour. Le château d'Ordre, situé au hameau de Macquingan, a été bâti au XVIe siècle par les barons d'Ordre. Il a été reconstruit au XVIIe et XVIIIe siècle. Au XVIIe siècle, il appartenait à la famille du Viquet, possesseur de la charge de maître des eaux et forêts du pays. La tour de Caligula, qui avait résisté à tout, sans autre dommage que la destruction de sa lanterne plusieurs fois réparée, devait périr au XVIIe siècle, en partie car la municipalité avait cessé d'entretenir le phare et les travaux de drainage qui protégeaient sa base contre les éboulements. Sa ruine est due à 3 événements combinés qui auraient pu être retardés par une action des Mailleurs et échevins de Boulogne-sur-Mer. Tout d'abord les flots qui dans les hautes marées, battent violemment et inlassablement la falaise. Ensuite le travail souterrain des sources, très nombreuses dans le Boulonnais, qui fragilise la falaise. Puis l'imprudente exploitation des carrières de pierre et de tufs calcaires. Les habitants de Boulogne avaient creusé dans la falaise de larges excavations, pour l'exploitation des carrières de pierre qu'elles renfermaient, pour vendre aux Hollandais la pierre extraite. Le 26 janvier 1618, le Mailleur et les échevins de Boulogne interdisent d'extraire des pierres de la falaise. Mais cette interdiction ne fut pas suivie d'effet. En 1640, les remparts situés à l'ouest du fort en briques, qui entouraient la tour, s'effondrèrent avec le massif même de la falaise sur lequel ils reposaient. Le 19 janvier 1644 une petite partie de la Tour d'Ordre s'écroula. L'historien boulonnais, Rognard, dit que le 29 juillet 1644, en plein midi, la Tour d'Ordre se fendit par le milieu. Il n'en tomba qu'une moitié, qui glissa contre l'autre dans un horrible fracas. Il s'en éleva une fumée telle, que l'air en fut obscurci tout à l'environ, jusqu'à la ville de Boulogne. L'autre moitié de la tour demeura debout pendant quelques dizaines d'années, et elle tomba à son tour lorsque le terrain vint à manquer. Quand le phare eut péri dans l'éboulement profond du terrain, la municipalité boulonnaise voulut profiter de l'occasion pour s'affranchir d'une redevance que, pour cette partie de son territoire, elle payait, en vertu d'un droit ancien, au baron d'Ordre, seigneur de Binctin. Le sol n'existant plus, la municipalité croyait être libre de toute obligation envers le propriétaire. Celui-ci plaida au procès et obtint gain de cause. Par arrêté du Parlement, en date du 1er juillet 1656,
La municipalité de Boulogne, vu qu'elle avait elle-même causé la perte dont elle argumentait pour nier sa dette, fut condamnée à payer perpétuellement cette rente, au baron de Brinctin, Philippe de Croquis-de-Feu, seigneur de Souverain-Moulin, pour la tour d'Ordre, car la chute de cet édifice devait être attribuée au manque de soins de l'administration, qui avait laissé extraire des pierres de la falaise. Il s'agissait de faire porter à Arras, Amiens et autres villes de pareille distance, de Milaran-Sauray et Blanc, ou bien de remettre les lieux en leur état ancien et d'abandonner au seigneur de Brinctin, baron d'Ordre, le droit de demande, qui se prend pour toutes les pêches entrant au Havre. Boulogne continua donc de payer les 2000 arrends jusqu'à la Révolution française, qui abolit ce privilège. Cette redevance était alors estimée à la somme de 50 livres. Après sa chute, le feu pour guider les nautonniers, c'est-à-dire ceux qui naviguent avec des barques, a été mis dans un petit bâtiment, que l'on a construit non loin de la tour d'Ordre et dans le même alignement. Au début du XVIIIe siècle, le reste de l'édifice s'abîma sur la pente de la falaise, où la glaise mouvante a depuis lors englouti ceux de ces débris que les voisins n'ont pas recueillis comme matériaux de construction. En 1745, on trouva dans les débris amoncelés au pied de la falaise, une statue d'Angeronne, la déesse du silence et l'emblème du secret politique, qui était logée dans la maçonnerie même de la tour. Elle était représentée nue, assise, les cheveux tressés, le bras gauche replié derrière elle et l'index de la main droite sur la bouche. Le 30 juillet 1751, Victor du Viquet, baron d'Ordre, ancien des gardes du corps, est décédé, maréchal de camp de Louis XV. Au début du XIXe siècle, la place qu'occupait la tour d'Ordre était encore indiquée par quelques vestiges de maçonnerie, qui étaient les débris des fortifications anglaises de 1545. C'est à cet endroit que Napoléon choisit d'établir le campement de son état-major. On peut voir sur la droite, au premier plan, près de la redoute entourant les baraques de l'empereur et de ses maréchaux, que les soldats dégagent les ruines des fortifications anglaises de 1544. Sa maison resta longtemps connue dans le Boulonnais sous le nom de baraque de l'empereur. C'était un poste d'observation stratégique au milieu de la Grande Armée, qui était localisé sur la commune du Portel pour le camp de gauche et sur Boulogne-sur-Mer pour le camp de droite. La rue qui monte de la rue des Signaux à la rue de la Tour d'Ordre s'appelle la rue de la baraque de l'empereur. C'est une rue typique du vieux Boulogne. Elle est escarpée et sinueuse. L'emplacement présumé de la baraque de l'empereur, qui était également un poste d'observation de l'Angleterre et de ses navires de guerre, a longtemps été marqué par une date sur la façade d'une maison construite par la suite, la date de 1804. À l'emplacement plus probable de la baraque de l'empereur, une statue de Napoléon Ier a été érigée le 14 juin 1856 en mémoire du camp de Boulogne. Ce monument représente Napoléon Ier, debout et regardant la mer, sur un socle avec soubassement engagé dans un massif de roches. La statue, copiée sur celle qui surmontait la colonne de la place Vendôme, et qui est actuellement aux Invalides, était en terre cuite. Le socle, le soubassement et les imitations de roches étaient en ciment, de nature à défier les siècles, ce qu'on ne pouvait malheureusement pas assurer de la statue, qui tombait en ruine en 1894. Elle avait été inaugurée la 4e année du règne de Napoléon III. Une pierre, avec un portrait de l'empereur Napoléon Ier tournant le dos à l'Angleterre, est actuellement proche de l'emplacement originel. En 1876, la statue de Napoléon Ier, et des restes des fortifications anglaises du fort d'Ordre, sont encore visibles au-dessus de l'ancien calvaire des marins. À la fin du XIXe siècle, on apercevait encore des massifs de ces anciennes fortifications dominant la falaise. En 1900, des massifs des murailles de la fortification anglaise de 1545 étaient encore visibles en haut de la falaise. Les restes du dernier bastion d'Angle avaient encore 5 à 6 mètres de hauteur vers 1910. Ces ruines étaient un lieu de promenade très fréquenté, notamment par les matelotes guettant le retour des marins.
Un amas de briques et d'autres matériaux était encore visible entre les deux guerres mondiales, avant qu'ils ne disparaissent totalement dans les années 1930. En 1986, à flanc de falaise en regard d'un blocos, il était encore possible de retrouver des briques des fondations du fort anglais. Ces briques caractéristiques comportaient de nombreuses bulles d'air, et le mortier était resté de couleur très blanche comme à l'origine. La tour de Caligula a été logiquement bâtie sur un emplacement assez loin dans l'intérieur des terres. On peut estimer cette distance à environ 600 mètres du bord de la falaise de l'époque. Entre l'année 40 et le milieu du XVIe siècle, la mer a détruit et emporté une portion de terrain de 200 toises, soit environ 400 mètres de longueur réduite. À partir de la fin du XVIe siècle, les murailles en briques du fort anglais, qui entouraient la tour d'Odre, tombèrent au fur et à mesure du recul de la falaise. Au milieu du XVIIe siècle, le recul de la falaise avait atteint la tour elle-même qui était située au milieu du fort en briques. À partir du XIXe siècle, le recul de la falaise ralentit grâce aux constructions et à la digue Sainte-Beuve. On peut ainsi estimer sur un plan actuel la position de l'ancienne tour d'Odre. On peut estimer son axe de positionnement, et la vision que devaient avoir les marins du Moyen-Âge, quand ils rentraient au port, ou s'échouaient sur le sable. Si vous souhaitez une vidéo sur l'histoire, la géographie, les monuments, le patois, la géologie, la nature, de cette belle région boulonnaise, envoyez un email à l'adresse suivante: le@gmail.com